Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 9 mars 2018. C'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve encore une fois pour le journal des sports. Ce soir avec nous, Monsieur Brière et Monsieur Guilavogui. Bonsoir messieurs. Bonsoir bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Au taquet, c'est vrai que c'est la fin de la semaine, mais vous avez encore du souffle. Oui, beaucoup de bien. D'accord, on va le tester tout à l'heure. Ce sera après le sommaire de la rédaction sport. Moisson abondante pour la Côte d'Ivoire au tournoi de Vaucotruyenne à Marrakech. Plusieurs médailles d'or dans les valises des athlètes. Boxe. Bonne nouvelle pour les amoureux et passionnés du noble art. Les choses se précisent pour la tenue effective du Gala de l'Afrique de l'Ouest en Guinée-Conakry. Cyclisme. Le Tour Paris-Nice bat son plein. Le point des 5e et 6e étapes. Nous parlons donc d'actualité nationale et nous commençons par le Vaucotrain. Bonne nouvelle pour le sport ivoirien, parti à Marrakech au Maroc du 23 février au 26 février 2018 pour le tournoi Mohamed VI. Le Vaucotrain ivoirien a remporté 45 médailles avec 12 athlètes. Un bon résultat qui lui ouvre les portes du championnat du monde au mois d'août 2018 qui se déroulera au Vietnam. Odalébé nous en dit beaucoup plus. Les médailles de la Côte d'Ivoire ont été obtenues dans plusieurs épreuves. D'abord, le QN. La démonstration par équipe avec aux commandes Ounbeji El Abraham Kra, Ounbeji Jacob, Monondi Kofi et Dja Deni. Pas d'erreur pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, place au QN avec une arme dirigée par Conan Raymond. Les Ivoiriens ont été parfaits. Le QN avec le sabre a été conduit par Irigo Joël. Mention honorable pour la Côte d'Ivoire. Au niveau des combats, Doa Yves Stéphane, Dja Deni et Irigo Joël ont eu un parcours sans faute. C'est donc avec satisfaction qu'ils ont regagné la Côte d'Ivoire. Si on continue de garder cette cohésion, à travailler et à être professionnel, parce que être professionnel, ce n'est pas seulement de gagner. Même quand le contexte où les choses ne se passent pas comme on veut, on accepte de se remettre au travail et de rebondir. On peut être champion du monde dans 6 mois, si on veut. Nous sommes partis à moitié, c'est-à-dire l'équipe était déjà réduite. En plus, il y avait le climat. Vraiment, c'était vraiment pas facile. Il faisait vraiment très froid. Mais ça ne nous a pas handicapés, on a donné le meilleur de nous. Sur 5 pays participants, la Côte d'Ivoire s'est classée 2e après le Maroc. Vient ensuite la Tunisie, le Burkina Faso et la Mauritanie. 8 médailles d'or, 15 en argent et 22 en bronze. C'est le bilan des médailles des 12 athlètes de Vaucotruyenne ivoiriens présents à Marrakech pour le compte du tournoi Mohamed VI. Une fédération qui se remet à nouveau au travail, c'est en clair le résumé des propos du secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo qui a animé hier une conférence de presse à son siège technique au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Maître Azoumana Siaka s'est dit fier de retrouver ce siège, longtemps fermé pour des procédures judiciaires. Le championnat national et les compétitions internationales peuvent donc reprendre pour les athlètes de la Côte d'Ivoire. Salif Ouattara. Le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Azoumana Siaka, a tenu une conférence de presse jeudi pour annoncer le lancement des compétitions nationales et internationales. Maître Azoumana Siaka a indiqué que les équipes nationales ivoiriennes ne prendront pas part au prochain championnat d'Afrique pour des soucis techniques. Notre dojan se trouve juste en bas. On ne peut pas s'entraîner ici en bas et puis aller faire une réunion à 10 km d'ici. Tout ça a perturbé quand même l'ambiance au niveau de la direction technique nationale. Alors que nous avons le championnat d'Afrique qui a lieu dans 3 semaines à Agadir au Maroc, suivi donc de la coupe du président de la Fédération mondiale de la zone Afrique. Mais on ne peut pas se rendre à un championnat si nous ne sommes pas préparés. Il a également profité pour annoncer à la presse nationale que la fédération a retrouvé son siège technique dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, lieu où s'est tenue la conférence de presse. Le secrétaire général de l'instance fédérale a annoncé aux journalistes
l'arrivée prochaine de Maître Kim à Abidjan pour contribuer à la recherche de solutions idoines afin que la paix revienne définitivement au sein de la grande famille du taekwondo ivoirien. La Côte d'Ivoire prendra part au tournoi de la zone 2 de la conférence africaine de boxe qui se déroulera à Conakry en Guinée du 25 au 31 mars. Cette compétition est qualificative pour le Gala France-Afrique et pour la Coupe d'Afrique des Nations de boxe. L'annonce a été faite hier, jeudi 8 mars, par le général Soumaoro Gaoussou, président de la Fédération ivoirienne de boxe, Véronique Conan et Oda Lépé. Le tournoi de boxe de la zone 2 verra la participation de 16 pays. La Côte d'Ivoire, invitée, sera représentée dans 5 catégories. Mouche, 52 kg. Coq, 56 kg. Mi-moyen, 69 kg. Mi-lourd, 81 kg. Et lourd, 91 kg. Mais une question se pose. Les Ivoiriens seront-ils à la hauteur quand on sait que le championnat s'est arrêté depuis novembre 2017? On ne peut pas dire qu'au niveau national, il manque de compétition, puisque nous avons gagné le championnat de boxe. Et à moi de ce championnat, nous avons fait quelques galas de boxe. Donc au niveau national, ils ne sont pas en manque de compétition. Des chances de victoire existent dans les catégories mouches et lourds, du fait qu'il y a peu d'athlètes qui se rencontrent. Le président en appelle à la discipline et à la concentration. Ce que je lance aux boxeurs concernés, c'est de rester toujours concentré, de rester discipliné, parce que tout sportif doit être discipliné, et de croire à leur chance, parce qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire ayant passé plus d'une dizaine d'années sans compétition internationale, on a quand même un peu de problèmes lorsqu'on se trouve en international. Mais avec déjà le premier championnat de Casablanca, avec les éliminatoires des Jeux Olympiques à Yaoundé, avec le championnat du monde à Bakou, je pense que le minimum est fait. Les conditions de préparation n'étant pas optimales à cause du manque de moyens, la fédération compte sur les bonnes volontés, notamment les annonceurs, pour l'accompagner. Nous passons à présent à l'actualité internationale. La 5e étape du 76e Paris-Nice s'est courue le jeudi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur entre les communes de Salon-de-Provence et de Sisteron, soit 165 km à multiples obstacles. Une étape enlevée par la team Direct Énergie. Deuxième victoire pour l'écurie française sur ce Paris-Nice. Résumé, Salif Ouattara. Un sprint ravageur dans les derniers kilomètres. Au bout, la victoire, la deuxième dans ce 76e Paris-Nice de la team Direct Énergie. Le forcing de Jérôme Cousin donne de la pêche à son ancien coéquipier, l'ex-grimpeur Thomas Volker, ancien champion de France sur route, devenu ambassadeur du Paris-Nice et de plusieurs tours cyclistes européens. Je n'appartiens pas à une équipe pendant 17 ans sans avoir tissé des liens. Et là, Jérôme, aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, c'est vrai que c'est génial, quoi. Il y a eu de la maîtrise, il y a eu du suspense. Bon, il a gagné en vieux briscard, quoi. Faut avoir le cran. Pourtant, l'étape du jeudi 8 mars était incertaine pour la team Direct Énergie. Les 165 km reliant la commune de Salon-de-Provence à celle de Sisteron étaient fortement accidentés avec plusieurs obstacles, des collines et des côtes raides. Un circuit qui s'avère abordable pour Jérôme Cousin qui va prendre les rênes du peloton au col du Pointu à 49 km de l'arrivée. Une avance qui va se confirmer à l'arrivée à Sisteron. Jérôme Cousin a empoché effectivement le potentiel maximal de points à saisir en passant en tête des 4 ascensions classées pendant son échappée. Il a accumulé 25 points, soit 9 de plus que son compagnon de route, Nicolas Sedette. Jérôme Cousin finit sur la première marche du podium de Sisteron et enlève le maillot à poids de meilleur grimpeur. J'ai souvent joué de malchance sur les grands rendez-vous comme ça, donc gagner aujourd'hui, je suis ému parce que l'année dernière j'ai fait 30 jours de course et je reviens de loin là, donc je suis content. L'Espagnol Luis León Sanchez conserve son maillot jaune de leader au classement général en dévançant le peloton de 15 secondes. Nous
parlons toujours du Paris-Nice, car aujourd'hui nous avons eu la 6e étape, un circuit accidenté fait de montagnes et de pentes, 198 km entre les villes de Sisteron et de Reims. Nous sommes toujours dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Salif Ouattara. Il regarde derrière une dernière fois, puis fonce tout droit vers la ligne d'arrivée. Rudy Mola peut savourer une dure journée où il a déposé tout le peloton, y compris les sprinteurs les plus attendus à cette 6e étape. Le temps glacial avoisinant les 5 degrés entre les communes de Sisteron et Vence, entre mer et montagne, n'a pas altéré l'envie de gagne chez les différents équipages. Mieux, le peloton a roulé fort aujourd'hui avec une vitesse moyenne de 44 km/h. 198 km où le peloton est resté groupé jusqu'à l'approche de la côte de la Colle sur Loup. C'est à 6 km de l'arrivée que les choses sérieuses ont débuté. Rudy Mola prend de l'avance sur le peloton. Il y croit et finit vainqueur de l'étape de Vence en 4h40 minutes 5 secondes. Deuxième victoire de la team Groupama. Quand on prend une décision, il faut la prendre rapidement. Si on décide d'attaquer, il ne faut pas se poser 100 000 questions. Et c'est vrai que l'étape de mercredi, j'avais quelques regrets. Et aujourd'hui, je dis, allez, j'ai rien à perdre. Je tente, je perds, tant pis. Mais l'objectif, c'est de gagner. Et ça m'a souri, donc c'est super. Le néerlandais Wout Poels, qui a chuté à 10 km de l'arrivée, perd sa 2e place. Poels abandonne la compétition. Le français Julien Alaphilippe est désormais 2e au classement général. L'Espagnol Luis León Sanchez conserve son maillot jaune avec 22 secondes d'avance sur le peloton. C'était très difficile. La descente était très rapide, mais je suis resté détendu. Je savais ce que j'avais à faire. Je suis désolé pour la chute de Wout Poels. Il était très bien ces jours-ci. Mais tous mes rivaux sont dangereux, même si j'ai une petite avance chronométrique. Esteban Chavez, par exemple, a une équipe solide et il est extrêmement motivé. Moi aussi, j'ai un bon groupe. Nous allons continuer de nous battre et nous verrons ce qui se passe. Le puncher-rouleur espagnol est bien parti pour remporter le 76e Paris-Nice. Il ne reste plus que 2 étapes. Samedi, le peloton sera sur le circuit Nice, Val-de-Blois-la-Colmiane, long de 175 km, avant de finir en apothéose dimanche sur le circuit fermé de la ville de Nice, un critérium de 110 km. Pour les 16e de finale aller de la Ligue des champions CAF, le Williamsville Athletic Club a hérité d'un gros adversaire, le Wydad Athletic Club de Casablanca. Une mission qui s'annonçait périlleuse pour les Ivoiriens. Ils se sont lourdement inclinés devant les Marocains, 7-2. Cathy Touré était avec l'équipe au Maroc. Elle nous fait un point. Nous sommes devant l'hôtel des joueurs du WAC qui vont rencontrer tout à l'heure le grand WAC, c'est-à-dire le Wydad Athletic Club de Casablanca pour les 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Le WAC, c'est un gros morceau et le WAC, c'est-à-dire le WAC d'Abidjan, c'est une jeune équipe qui apprend. On ne sait pas l'issue de ce match, mais c'est une équipe déterminée en tout cas que nous avons rencontrée ici à leur hôtel de Casablanca. Nous avons un gros morceau en face et si nous sommes concentrés et aussi déterminés à la fois, je pense qu'on pourra avoir un bon résultat ici en terre marocaine. L'état d'esprit est bon. Nous sommes tous motivés ce soir pour créer l'exploit face à cette grande équipe de Wydad qui ne sera pas facile à manœuvrer ce soir, surtout avec le soutien de son fervent public. Personne ne croyait que le WAC allait arriver là où nous sommes arrivés. Donc voilà, c'est de se faire plaisir d'abord. Et puis mettre en pratique ce que nous ont appris aux entraînements. Nous accompagnons notre équipe parce qu'ils font la fierté de la commune d'Adjamé. Et c'est une obligation pour nous de soutenir toute notre jeunesse. Maintenant notre départ, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui étais toujours là avec nous, voici l'heure de départ que nous remettons en tes mains, Seigneur. Fais descendre tes 16 anges pour nous accompagner. Le dernier point, c'est la provocation. La provocation. Ils sont expérimentés que nous. Alors, ils peuvent utiliser aussi la provocation pour nous avoir. En quoi faisant? Ils peuvent tirer ton maillot. C'est possible. Cracher, tout est possible. Alors, tout ça là, ça ne doit pas vous dire quelque chose.
Sur la pelouse, les Ivoiriens matérialisent leur détermination en surprenant l'adversaire dès la 2e minute. Un avantage qui ne fera pas long feu puisque 3 minutes suffisent aux Marocains pour revenir au score. On joue la 14e, coup franc pour le Maroc, magistralement exécuté par Amine Tigazoui. Le Wydad mène 2-1. Les poulains de Abiyao ne lâchent pas l'affaire. Guy-Serge Yameogo met son équipe à jour avant la pause. Wydad 2, Williamsville 2. Pour cette première période, satisfaction, satisfaction, je le dis. Mais pour les balles en profondeur de l'adversaire, je veux parler, c'est tactique, la tactique défensive. Quand il demande les ballons en profondeur, il faut les suivre. La reprise par contre est un autre match. Le WAC ivoirien est noyé. Les champions d'Afrique assomment l'adversaire jusque dans les arrêts de jeu. 7-2. Le retour s'annonce difficile pour les protégés de Didier Drogba, qui restent toutefois confiants. Non, non, pas découragé. Même dans la défaite, nous on apprend. Maintenant, il va falloir vite se retrousser les manches et puis penser déjà au match retour, voilà, qui ne sera pas du tout facile encore, parce que cette équipe viendra toujours encore. Mais je pense qu'on a une petite chance encore, parce que ça reste le football. Et voilà. Il y aura évidemment un match retour ici à Abidjan, mais après 7-2, écoutez, on a tous hâte de savoir ce que le WAC pourra faire face donc au Wydad Athletic Club de Casablanca. Je vous propose à présent de faire le point des 8e de finale aller de l'Europa League avec Jean-Sylvain Risso et Aude Leboué. Marseille a pris une bonne option avant le déplacement dans le Pays Basque. Avec le doublé de Lucas Ocampos à la première et à la 57e minute et un superbe but du capitaine Dimitri Payet, les Phocéens s'imposent 3-1 au Vélodrome contre l'Atlético Bilbao. Un résultat que les Marseillais devront confirmer la semaine prochaine à San Mamés. Le second club français, l'Olympique lyonnais, est allé arracher une précieuse victoire en terre russe. Les Gones ont assuré l'essentiel en dominant le CSKA Moscou 1-0 grâce au but de Marcelo à la 68e minute. Autre bon déplacement, celui des Anglais d'Arsenal victorieux en Italie du Milan AC 2-0. Mkhitaryan et Ramsey ont permis aux Gunners de prendre une belle option sur la qualification. Victoire rassurante également des Espagnols de l'Atlético Madrid 3-0 devant le Lokomotiv Moscou. Niguez, Diego Costa et Koke ont fait chanter le public du Wanda Metropolitano. De son côté, le Borussia Dortmund n'a malheureusement pu se mettre en confiance avant la manche retour. Les jaunes et noirs ont concédé une défaite face aux Autrichiens de Red Bull Salzbourg 2-1. Valon Berisha, en réalisant le doublé dans ce match, a été le bourreau des Allemands. Et voilà, c'est donc tout pour l'actualité nationale et internationale. Nous passons à présent à ce qui vous attend ce week-end. Nous démarrons avec la Première Ligue. Everton affronte ce samedi Brighton pour le compte de la 30e journée de la Première Ligue. Une rencontre importante pour les deux équipes classées 10e et 11e. Un match qui sera à suivre sur RTI2 à partir de 15h. Jean-Sylvain Risso et Aude Leboué nous présentent cette opposition.
La rencontre entre Everton et Brighton s'annonce très serrée à Goodison Park. Au coude à coude au classement, les deux équipes ont absolument besoin de prendre des points à l'occasion de cette 30e journée. 11e avec 34 points, les Toffees ne comptent pas se manquer car ils ont la possibilité de gagner 2 ou 3 places dans le haut du tableau. Une mission que Sam Allardyce veut absolument réussir, misant sur l'expérience de l'infernal Wayne Rooney, 10 buts. Aussi, Everton comptera sur l'importance de son Sénégalais très combatif Idrissa Gana Gueye. Outre ces deux joueurs, Yannick Bolasie ainsi que Theo Walcott peuvent faire la différence dans ce type de rencontre. Une rencontre pas facile pour les Blues qui auront en face une surprenante équipe de Brighton déterminée à se maintenir cette saison. Le promu, 10e avec le même nombre de points que son adversaire du jour, ne compte pas retourner bredouille de ce déplacement. Les visiteurs veulent surtout profiter de ce duel pour enregistrer la 3e victoire à l'extérieur de leur saison en Première Ligue. Messieurs, que vous inspire cette rencontre Everton-Brighton? Je vais commencer par Kader Guilaouli. Écoutez, une rencontre d'abord qui va opposer deux équipes, on l'a dit, qui sont distants d'un petit point, on va dire, avantage pour Brighton, surprenant promu, qui réalise, on va dire, une saison plus que parfaite, parce qu'on n'attendait pas cette équipe-là à ce niveau du tableau, à ce niveau des performances, mais quoique cette équipe-là continue de tenir grâce à un entraîneur, Chris Hughton, qui, on va dire, a su faire un savant dosage entre des joueurs qui sont issus de la Ligue 2 anglaise et puis des joueurs, on va dire, qui ont l'expérience de ces premières ligues-là, et puis des joueurs qui ont réussi à tenir les paris en se maintenant à la 10e place. Oui, on va commencer par parler de cette équipe d'Everton qui, au début de la saison, ambitionnait de se rapprocher le plus près possible du Big Four anglais, c'est-à-dire des équipes comme Manchester United, Manchester City, l'actuel leader, et puis Chelsea notamment, champion en sortant. Malheureusement, par la faute d'un début de saison catastrophique, qui a vu d'ailleurs le départ de Ronald Koeman, les Toffees ont revu leurs ambitions à la baisse. Et aujourd'hui, à la faveur de quelques résultats positifs, ils sont tout heureux de se retrouver à cette 10e place du classement qui leur permet, à défaut d'obtenir une place qualificative pour l'Europe, de finir la saison de manière assez sereine. Maintenant, elle avance à elle cette équipe de Brighton. Alors Brighton, c'est l'un des promus de ce championnat, de cette première ligue anglaise, et un promu qui a déjà assuré pratiquement son maintien. Et Brighton a notamment chahuté des grands noms de ce championnat anglais. Alors là, aujourd'hui, ils voudront certainement, face à Everton, réaliser un bon match, n'est-ce pas? Mais il est certain qu'avec des joueurs de la qualité de Wayne Rooney, même s'il est un peu sur la phase descendante de sa carrière, avec le Congolais Bolasie, longtemps blessé, ex-Crystal Palace, qui est venu pour donner plus de tonus à cette attaque d'Everton, ils ne réussissent pas véritablement à décoller cette équipe d'Everton. Ils voudront quand même montrer qu'ils sont là et puis pourquoi pas préparer dès maintenant la saison prochaine avec d'autres ambitions. Mais il y a quand même une déception du côté d'Everton, Emile le disait, c'est qu'on a des joueurs on va dire, qui ont plus ou moins l'expérience de cette première ligue-là qui étaient attendus pour apporter on va dire, cette plus-value à cette formation d'Everton. Citera Theo Walcott, ancien joueur d'Arsenal, Wayne Rooney de Manchester United, Yannick Bolasie, Emile le citait tout à l'heure, mais ces joueurs-là n'ont pas été au niveau, n'ont pas réussi à apporter, n'est-ce pas, cette plus-value-là à cette équipe des Toffees qui malheureusement est dans le ventre mou du classement, la 11e place. Tactiquement, comment vous pensez que cette équipe d'Everton va s'organiser face à une équipe finalement de Brighton qui n'a plus rien à prouver parce qu'ils se disent quand même, là on est venu, on était juste promus, on est arrivé tranquillement. Aujourd'hui, on est quand même au milieu de tableau, la fin de saison est proche, on est presque persuadé qu'ils ne vont pas descendre. Mais le charme de cette première ligue, c'est que vous pouvez être une équipe moins connue comme Brighton et puis venir inquiéter, faire plus que rivaliser avec des équipes qui sont d'un niveau supérieur. On l'a très souvent vu en première ligue. Donc forcément, pour cette équipe de Sam Allardyce, qui est l'entraîneur de Everton, c'est de venir avec, on va dire, ces armes qui sont Yannick Bolasie sur les côtés, Theo Walcott, pas côté de la vitesse, de la percussion, et puis compter, n'est-ce pas, sur l'efficacité de l'infernal, celui qu'on a surnommé l'infernal Wayne Rooney pour convertir les actions en but. Il a manqué, n'est-ce pas, ce trio-là, à cette équipe-là, pour des raisons de blessure, pour des raisons de demi-forme. Mais Everton, pour moi, a des arguments pour sortir victorieux, on va dire, de ce duel
face à Brighton. Surtout que ce match-là se joue sur la pelouse, n'est-ce pas, de Everton à Goodison Park. Oui, et la surprise Brighton ne se limite pas au fait que cette équipe occupe un classement intéressant. Elle est constituée également par le fait que c'est une équipe, alors on se dit, voilà, elle quitte la Championship, la division 2 anglaise, elle va venir faire valoir les vertus entre griffes du football anglais, c'est-à-dire balancer loin devant et plutôt en hauteur. Eh bien non, c'est une équipe qui s'efforce de construire le jeu et ça lui réussit pas mal puisque, eh bien, par rapport aux autres équipes qui sont montées, eh bien, notamment à Huddersfield, eh bien, les joueurs de Brighton sont bien mieux situés. D'accord. Alors évidemment, cette rencontre sera à suivre sur les antennes de la RTI et c'est pour ça qu'on vous en parle. Maintenant, messieurs, vous allez me dire, à part ce match, est-ce qu'il y a un match qui va vous intéresser en Première Ligue ce week-end? Oui, forcément. Manchester United, Liverpool, qui reste, on va dire, le derby du championnat anglais, le derby du Nord-Ouest, puisque ces deux villes-là sont séparées seulement de 55 km. Mais Dieu seul sait la rivalité qu'entretiennent ces deux clubs-là. C'est aussi ce qui se fait de mieux en Angleterre. Manchester United, 20 titres de champion, Liverpool 18, 38 titres cumulés pour les deux clubs. C'est aussi les deux clubs qui ont remporté le plus de Ligue des Champions en Angleterre, 5 pour Liverpool, 3 pour Manchester United. Et puis c'est aussi le deuxième Manchester United face au troisième qui est Liverpool. Donc forcément, la bataille sera à tous les niveaux. D'accord. Monsieur Brière, vous avez un mot à dire un véritable derby qui va opposer les Red Devils dans leur entre d'Old Trafford à Liverpool, le Liverpool de Jürgen Klopp, qui aligne régulièrement Sadio Mané, le Sénégalais, et Mohamed Salah, l'ailier égyptien, alors sans compter évidemment le Brésilien Firmino à la pointe de l'attaque. Eh bien, cette équipe de Liverpool est véritablement sur la montante, que ce soit en compétition européenne ou que ce soit en Première Ligue. Eh bien, elle va se lancer vers l'obtention de cette deuxième place, tenue par les hommes de José Mourinho. José Mourinho entraîne Manchester United. Il n'est pas un adepte du beau jeu, mais les résultats sont là. Il gagne parfois par la plus petite démarche, et pourtant, sa façon de jouer est totalement aux antipodes de la qualité individuelle et technique des joueurs de cette équipe de Manchester United, qu'il s'agisse de Paul Pogba, qu'il s'agisse de Mata et puis là d'Alexis Sanchez. Ce sont des joueurs qui savent tenir le ballon. Mais voilà, José Mourinho se contente des réalisations de Lukaku pour le sortir de certains des matchs. Et voilà comment est cette équipe, eh bien, la prétendante à la deuxième place la plus solide, on peut le dire. Quand on sait d'où vient Manchester United, on se dit que finalement, c'est pas plus mal de gagner comme ça, plutôt que... Oui. Le plus intéressant, c'est qu'on a affaire à deux équipes qui sont, on va dire, qui ont magasiné le plein de confiance. D'un côté, Manchester United, qui a remporté son duel face à Chelsea, qui a remporté également son duel face à Crystal Palace, et à chaque fois à l'énergie, parce que deux fois Manchester United a été mené au score, par deux fois ils sont parvenus à remonter au score et à l'emporter. Ça vous dit que même si, comme Aimé le disait, il n'y a pas de beau jeu, il y a cette capacité à revenir, cette capacité à réagir quand on est dans la difficulté. Et puis de l'autre, c'est Liverpool qui n'a perdu qu'une seule fois face à une équipe du Big Four, c'était face à Manchester City. Souvenez-vous de ces 5-0. Depuis, les protégés de Jürgen Klopp ont toujours assumé leurs responsabilités quand il s'est agi de, je vais arriver, de vaincre, on va dire, dans l'adversité face aux équipes du Big Four. D'accord. Messieurs, aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de donner des scores, mais plutôt l'avantage à une des deux équipes. Alors, Manchester United, Liverpool, avantage pour la tactique de José Mourinho devant l'élan offensif du très émotif Jürgen Klopp. D'accord, et vous? Moi, je miserais une pièce sur Liverpool, son trio, la SFM, Salah, Firmino, Mané, qui pour moi reste, on va dire, la meilleure triplette en Europe. Et puis on rappelle que Mohamed Salah a donc été élu meilleur joueur du mois de février en Première Ligue. Et puis on aura donc notre match Everton-Brighton, avantage à Kader. Liverpool. Ah ouais, à Liverpool, c'est l'équipe de Liverpool. Oui, mais Everton fait l'équipe. Ça, on avait compris, que pour vous, c'est Liverpool. Mais par contre, Everton-Brighton. Je miserais plus pour Brighton. Pour la folie qu'ils mettent dans les matchs, leur capacité à se débarrasser de tout complexe et puis à venir jouer des matchs, on va dire, foufou face aux adversaires plus huppés. Moi, c'est Liverpool parce que Everton est une des deux équipes de Liverpool. D'accord. Donc vous, ce sera Everton, c'est ça? Voilà. D'accord.
Bon, on a en tout cas l'avantage. Et puis, on va suivre tous ces matchs-là de très près pour savoir. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des consultants qui ne sont pas du tout d'accord. Hein. Donc, avantage pour des clubs différents. Mais on saura ça, évidemment, en suivant ces matchs-là. Ce sera donc ce week-end. Alors, on va parler un peu de Ligue 1, oui, ici en Côte d'Ivoire. Alors, avec votre permission, on va voir le tableau récapitulatif de la 17e journée de Ligue 1. On peut voir que Gagnoa sera face à Mosso FC, donc ça c'est depuis aujourd'hui. Hein. Oui, voilà, le match et c'est joué. On va nous donner donc le score, s'il vous plaît, qu'on vous donnera dans quelques instants. Mais on aura donc demain AS Tanda, Stade d'Abidjan, ce sera à Bondoukou. Bouaké FC, Bassam à Bouaké. AFAD, Asie d'Amangoro, ce sera au Stade Champrou le dimanche. Et le dimanche 11, on aura Seoui Sport contre l'Africa au Stade Robert Champrou de Marcory. Alors, Gagnoa Mossou, est-ce que c'est possible d'avoir le score? Oui, 2 buts à 1. 2 buts à 1, voilà. 2 buts à 1 pour Gagnoa. Alors, vous avez tout le programme, hein, évidemment, de ce week-end. Vous pouvez aller au stade, voilà, les voir, soutenir, encourager vos équipes. Et puis, il se fera un plaisir de vous, on espère, de vous gratifier de très, très beaux matchs. Allez, on va à présent voir les autres rendez-vous du week-end parce qu'il y aura également beaucoup d'autres activités et ce sera avec Salif Ouattara. Le week-end sportif commence le samedi à vélo à partir de 7 h. Tombée sous le charme de la petite reine, la population de la commune d'Atekoubé va accueillir la course cycliste de la municipalité dotée du trophée d'Anopolé. Un départ à la gare du bateau-bus d'Abobotoumé et une arrivée jugée devant le centre social d'Atekoubé va permettre aux nombreux sprinteurs annoncés de traverser la commune en flèche. À la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville, les karatékas ivoiriens vont lancer le samedi à partir de 9 h le championnat de Côte d'Ivoire pour enfants. Objectif, préparer la prochaine élite de l'art martial japonais. Les volleyeurs, quant à eux, vont prendre d'assaut dès midi le hall 2 du Palais des Sports. Au menu, la 7e journée du championnat national senior, première division. Au centre du pays, à Bouaké, les motards organisent un grand rassemblement les 9, 10 et 11 février. Une sortie officielle de l'association Moto Académie Côte d'Ivoire sur fond de campagne de sécurité à moto. Il faudra surtout venir avec un casque, un blouson et des gants. Merci beaucoup à Salif Ouattara qui nous donne même les précautions à prendre. Attention à vous venir suivre tout ça. Ce sont donc des compétitions qui se déroulent ici. Alors n'hésitez surtout pas à y faire un petit tour. Vous savez, sur ce plateau, depuis quelques semaines, on vous pose une question. On avait décidé comme ça de vous demander qu'est-ce qu'un COP. Et puis on a eu des réponses assez exceptionnel, mais ce sera dans quelques instants. Le temps pour nous de revenir, parce que je n'ai pas demandé l'avantage tout à l'heure par rapport à la Ligue 1. Nos consultants vont nous dire un peu qu'est-ce qu'ils pensent de ces matchs. Alors, déjà, Gagnoa, Mossou, enfin, c'est vrai que le match a déjà été joué, mais vous avez suivi le match, et du coup, comment vous avez trouvé le match? Eh bien, une équipe de Gagnoa très entreprenante, hein. Depuis qu'elle évolue sur sa pelouse synthétique flambant neuf, ça lui fait 2 victoires et un match nul, série en cours, et elle a assez rapidement mis à la raison cette équipe du Mossou Football Club. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe de Gagnoa pointe à la 2e place du classement avec cette victoire. Elle a 29 points, 8 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Elle a 26 buts marqués. C'est la 2e meilleure attaque de notre championnat. Mais on le verra avec Kader. Hein. C'est un classement qui est susceptible de beaucoup de modifications parce que les équipes n'ont pas encore joué le même nombre de matchs. D'ailleurs, il faudra que, la fédération se penche sur cette situation. Pourquoi? Parce que l'ASEC d'Abidjan a déjà 3 matchs en retard et heureusement pour l'ASEC, malheureusement pour notre Ligue 1, l'ASEC va encore continuer à accumuler des matchs de retard. Peut-être qu'à un moment, il faudra s'arrêter et mettre le calendrier à jour.
Mais une chose est sûre, c'est que Gagnon a mis une pression supplémentaire, on va dire, face sur la FAD, qui était son poursuivant direct, en battant Moussou cet après-midi-là. Mais elle peut dire merci à son buteur, Togi Mel William, qui a signé un doublé, qui a inscrit donc ses 12e et 13e buts de la saison. Chapeau à ce garçon. Voilà. Alors, pour eux, c'est bon, on n'a pas besoin de dire avantage, non, on sait qu'il y a eu l'avantage. Oui. Par contre, pour l'Estanda, le Stade d'Abidjan, ce sera demain. 10 mars, donc à partir de 15h30 à Bondoukou. Avantage pour écoutez, là, Standard, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, est toujours en difficulté. C'est une équipe qui est en perte de confiance, en perte de vitesse, on l'a dit depuis le début de la saison. C'est une équipe du Stade d'Abidjan qui, bien qu'ayant limogé son staff technique, a pour moi livré l'une de ses meilleures rencontres face à la FAD et puis qui va bénéficier des services de Aka Kwame qui a pris les rênes de cette équipe-là et qui va insuffler une dynamique nouvelle à cette formation du Stade d'Abidjan. Donc, avantage Stade d'Abidjan. Stade d'Abidjan. Oui, ce sont deux équipes mal en point, il faut bien le dire. Hein. Cette équipe du Stade d'Abidjan, elle a 16 points. Alors, je vais vous donner une de ces statistiques. Un match sur deux, elle perd. D'accord? Et quand c'est l'autre match, eh bien, une fois, elle fait nul et une autre fois, elle se donne la victoire. Alors, 16 points, 4 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 8 matchs perdus. Il est temps que les hommes de Kwame Adeolu se ressaisissent pour nous donner pour nous produire un meilleur jeu. Alors ça a été le cas contre la FAD. Hein. Cette équipe de la FAD est 3e de notre classement, mais elle a 2 matchs en moins. Ça a été le cas contre la FAD et ma foi, il ne serait pas surprenant que cette équipe du Stade l'emporte. Alors le fameux choc psychologique va peut-être jouer. Hein, Aka Kwame, nouvel entraîneur. Adios, la filière ghanéenne de la direction technique. Place à Aka Kwame Basile qui va peut-être insuffler une dynamique positive à cette équipe du Stade d'Abidjan. Et puis c'est un peu dommage de voir l'Estanda comme ça, mais désolé, depuis plusieurs semaines on en parle ici sur ce plateau, mais il n'y a rien qui est fait apparemment. Et nous écoute pas. Si le coach Zakarissen n'est plus aux commandes, Zakarissen aurait été limogé, il ne serait plus à la direction technique de l'Estanda. Bon, c'est un peu cela. Hein. Mais voilà qui explique, le malaise, l'instabilité au niveau de l'encadrement technique. Mais tout n'est pas perdu, néanmoins. L'Estanda a 10 points, mais l'Estanda a 2 matchs en moins, ça veut dire que, théoriquement, l'Estanda peut rejoindre et même dépasser la SOA qui est 12e avec 12 points. Écoutez, on regarde un peu tout ça pour vous tenir informés au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'un mercato? On a posé la question. Dadier est allé à votre rencontre. Il a fait un micro-trottoir. On vous propose les réponses. J'ai déjà entendu parler de mercato. Mais je ne sais pas plus, sincèrement. Un mercato pour moi, c'est le moment de transfert des joueurs d'un autre club à un autre club. Mercato, je ne connais pas. Je suis quitté à Mans. Je viens en peine d'arriver ici. Voilà, je suis venu me chercher. Un mercato, c'est au moment du recrutement des joueurs au temps hivernal. Bon, pour quitter un jeu, de quitter un autre club à un autre club. Un mercato, moi j'ai fréquenté, ça fait longtemps et je suis bleu dedans. Un mercato, c'est quelque chose qui guérit les gens. J'entends bien le mot, mais je n'ai pas fait attention j'ai vraiment pas fait attention. Bon, maintenant, je vais faire attention. Je vais chercher à savoir de quoi il s'agit. Un mercato. Je n'ai aucune idée, je ne sais pas. La période après le championnat, dans laquelle les clubs se permettent de faire des transferts des joueurs. Voilà, c'est ça un mercato. Kawako. Je ne connais pas, mais si tu me poses une question sur Nevelas, je peux connaître. Parce que c'est ce que je regarde. Le mercato, c'est le marché des échanges de joueurs de football. Et voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à vous de vous prêter au jeu de notre reporter et bien sûr de répondre même quand vous ne savez pas de quoi il est question. Mais il y a un qui a dit que le mercato guérit. Oui,
on va dire que quand on fait un très très bon transfert Absolument. qui permet à une équipe quand même d'aller mieux, on peut dire que le mercato guérit. En tout cas, merci beaucoup à Patrick Dadier qui nous a donc offert ce micro-trottoir. Messieurs, on a pris énormément de plaisir à être en votre compagnie durant toute la semaine. Vous allez retrouver, chers téléspectateurs, Cathy Touré à partir de lundi pour le Journal des Sports. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. À vous, Monsieur Brière, à vous, Monsieur Guilavogui, et puis à vous, très chers téléspectateurs. Au revoir.